Donc, partie 2 de la matière sur les besoins en assurance vie, mode plein écran. Donc, on a dit immédiatement le manque à gagner suite au décès de Elisabeth serait de 26 000 $. Donc, si on veut constituer un fonds qui va payer 26 000 pendant une certaine période d'année, supposons 5 ans, quelle devrait être la valeur de ce fonds? Si le fonds accumule réalise un taux de rendement représenté par la lettre petit r, ben la valeur du fonds, c'est le paiement annuel divisé par r sur 1 moins 1 sur 1 plus r exposant nombre d'années. Dans le calcul, ici, j'ai pris F5 parce que c'est 5 ans. R correspond au taux d'intérêt annuel. Et là, on a un fonds qui paye 26 000 à la fin de chaque année. Pour les besoins de secours, ici, c'est pas très important. À la fin des 5 années, le fonds est vide. Donc, on gruge capital et intérêt durant 5 ans avec R égale 5%. De combien devons-nous investir aujourd'hui dans un fonds qui rapporte 5% par année de façon à créer un revenu de 26 000 par année? Pendant 5 ans, ça prend 112 566. Si on veut que les 26 000 soient versés au début de chaque année, ben c'est ce montant-là fois 1 plus R, donc 118. Pour les besoins de l'examen, on vous demande toujours de constituer un fonds qui paye 26 000 à la fin de chaque année. Là, c'est pas besoin que le paiement se fasse à la seconde. Ça pourrait, parce qu'on reçoit l'assurance vie, boum. C'est sûr qu'on pourrait prendre 26, tu sais, le jour, là. Mais, en tout cas, au début ou à la fin, là, ça n'a pas tant d'importance que ça pour les besoins du cours. Si on désire remplacer les 26 000 sans inflation encore, durant 10 ans, versement à la fin de chaque année, ben, c'est la même formule. Exposant 10, 200 000. 765. Si on veut que les 26 000 soient payés au début de chaque année, ben, ce montant-là fois 1 plus 1. Facile? Facile. Notez qu'ici qu'on dépense toujours capital et intérêt. On pourrait créer un fonds duquel on ne dépense que les intérêts jusque dans l'éternité. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça, là. Je sais pourquoi une institution financière l'offrirait. 520 000 restent dans leur coffre. Et là, on collecte. Ça peut devenir, mais c'est de l'assurance vie, ça peut devenir après ça part de l'héritage par la suite. Mais 26 000 sur 5, ça donnerait, si j'ai un fonds de 520 000, ben, en dépensant les intérêts jusqu'à l'infini, j'ai 26 000, c'est sûr que ça peut donner un revenu aux descendants jusqu'à la fin des temps. Si on veut que la rente soit ajustée annuellement pour l'inflation, mais là, ça me prend une rente croissante. Croissante à quel taux? Au taux d'inflation. Donc, mon taux de croissance, c'est pi ici, le taux d'inflation. Donc, si je veux que une rente qui me donne un paiement P à la fin de chaque année, qui augmente au taux pi durant T années, mais c'est la formule suivante. Avec R égale 5, inflation égale 2, nous obtenons pour 5 années 116 934. Légèrement plus élevé que le 112 000 calculé plus tôt. Si on veut que la rente soit versée au début de chaque année, bien ça, il faut ajuster avec ce facteur-là ici, ce qui donne 120, légèrement plus élevé que les 118 calculés plus tôt. Merveilleux. Si on veut que ce soit durant 10 ans, bien là, ça me prend un fonds de 218 000. Au début de chaque année, 224 000, donc légèrement plus élevé. Merveilleux. Merveilleux. Le décès d'une personne libère des actifs, déplace des dettes, engendre des paiements dont il faut tenir compte dans le calcul des besoins d'assurance vie. Et, dans le cas d'Elisabeth et Paul, nous devons tenir compte des items suivants. Le couple possède une maison qui vaut 250. Partagé 50-50 entre Isabelle et Paul, mais si Isabelle meurt, Paul devient propriétaire de la totalité du 250 000. De la même façon, le 180 000, s'il était payé par les deux, mais là, c'est Paul qui doit le supporter tout seul. Elisabeth a à peu près 2 000 $ dans son compte en banque. Boum, ça va dans les poches de Paul. Elisabeth a des économies à hauteur de 30 000. Ça devient les placements à Paul. Elisabeth possède une voiture qui vaut 6 000, sur laquelle il reste 3 000 à payer. Si elle meurt, ça devient la voiture de Paul. Les autres biens de valeur d'Elisabeth sont évalués à 5 000 au décès d'Elisabeth. Ça appartient à Paul, là. Elisabeth vide généralement son solde de carte de crédit, mais à peu près à chaque mois, celui-ci peut ressembler à 1000, qui devra être payé au décès d'Elisabeth. Il faut aussi tenir compte des dépenses liées au décès, frais funéraires. Ça peut être assez élevé. Frais funéraires, ça peut inclure aussi paiement de billets d'avion pour la famille qui vient aux funérailles ou faire déplacer des gens, les parents, cousins, autres. Il peut être
judicieux de constituer un fonds de transition si Paul a de la misère à travailler suite au décès d'Élisabeth. Si c'est un décès accidentel, peut-être qu'il va prendre des journées de congé, ça prend un fonds de transition. Et ici, on peut rajouter de l'argent aussi, autre pour genre les études des enfants. T'sais, Elisabeth aurait pu contribuer aux études des enfants, mais si elle est plus là, c'est Paul qui devra le faire. Donc, on évalue, on garde un montant à cet effet. Donc, dépenses liées au décès 15, fonds de transition 15, montant pour les études des enfants 20 000. Et ça nous donne le bilan suivant que j'expliquerai plus en détail dans la prochaine vidéo.